Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi de passer les prochaines minutes avec nous autour de sujets clés pour la filière hydrogène, les compétences, la formation, l'emploi, la filière hydrogène mise à l'honneur ici à Metz en ce début de printemps 2024 et ce tout au long d'une journée professionnelle qui aura rassemblé pour d'intenses travaux toutes les parties prenantes, industriels, institutions, chercheurs, experts, organismes de formation, tous désireux de renforcer leur coopération au service de cette filière en construction. Alors, les enjeux en matière de transition énergétique et environnementale sont importants, nous le savons, et y répondre nécessite clairement de pouvoir s'appuyer sur l'innovation technologique assurément et aussi sur la compétence des femmes et des hommes. Alors, développer des formations hydrogène adaptées aux besoins des entreprises, c'est le sujet que nous allons aborder maintenant avec un florilège d'invités qui m'ont rejoint ici sur ce village de l'hydrogène. Et je vais tout de suite faire les présentations. Je commence par vous, Corinna Mersdorf. Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Je sais que vous avez de nombreuses cordes à votre arc, mais si je devais choisir deux mots pour définir votre ADN professionnel, je dirais sans conteste formation et transfrontalier. De nombreuses expériences de haut niveau depuis de nombreuses années dans ces domaines qui vous ont conduite en avril 2023 à intégrer Kolping Bildung Deutschland, un réseau de centres de formation professionnelle dont le siège est à Essen et que vous représentez en Sarre, votre territoire de responsabilité. Est-ce qu'on peut préciser un peu les choses et notamment sur le lien de votre institution avec la filière industrielle? Depuis août 2020, la Sarre a été officiellement nommée région modèle hydrogène. Et donc, cette idée d'apporter l'hydrogène sur le territoire en Sarre est cependant quelque chose qui avait déjà eu lieu en 2017 avec le projet GenCom de l'ITSES pour la première station-service hydrogène directement alimentée en électricité verte. Et lorsque la Sarre a été donc nommée, nous nous sommes dit en tant qu'organisme de formation, il faut se rapprocher des acteurs, il faut développer avec eux de bonne heure déjà des cursus et des parcours de formation, et si bien qu'on s'est rapproché en Sarre du plus grand producteur d'aciérie, donc de Saarstahl, avec lequel nous avons, avec un partenariat avec la IHK, donc la Industrie- und Handelskammer, la Chambre de commerce et d'industrie de la Sarre, développé le parcours de formation Fachkraft Wasserstoffanwendung, donc c'est le spécialiste des applications de l'hydrogène. Un parcours, une action de formation sur 10 jours et qui permet déjà de sensibiliser les gens à ce qui va arriver avec l'hydrogène. Sandrine Marchal, bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes responsable projet mobilité et business développeur au centre de compétences TechniFuture, dont le siège est installé au Science Park de Liège. Vous-même êtes basé du côté de Spa-Francorchamps, un centre de compétences dont le cœur de métier est la formation tout au long de la vie, et ce dans l'univers de l'industrie, du numérique et des mobilités. Je ne sais pas si je résume bien, mais en deux mots, qu'est-ce qu'on peut dire de cet écosystème que représente TechniFuture ? Alors oui, c'est très très bien résumé. Merci. Donc TechniFuture est un des 24 centres de formation professionnelle du Forum, labellisé par le gouvernement wallon, donc en Belgique. On est le premier centre à avoir été créé en 1991 par les entreprises et les partenaires sociaux. Nous avons principalement trois types de publics: l'enseignement pour des formations courtes sur des nouvelles technos, les demandeurs d'emploi pour de la requalification et le personnel d'entreprise pour la valeur ajoutée de nouvelles technologies ou d'acquisition de compétences de base. En 2022, TechniFuture, c'est 24 000 personnes sensibilisées ou formées. C'est juste un petit chiffre, mais c'est pour vous donner un peu une idée, un ordre de grandeur. Et TechniFuture a toujours travaillé en écosystème national et international. Donc, on a une cellule projets internationaux depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, on travaille toujours sur les nouvelles technologies en partenariat. L'écosystème, pour nous, est très important, ainsi que l'écosystème industriel, puisqu'on compte plus de 750 entreprises qui viennent se former chez nous chaque année. Donc, l'écosystème est vraiment le fer de lance de TechniFuture. C'est tout à fait significatif. Laurent de Flandre, bonjour à vous, soyez le bienvenu. Merci de nous consacrer cette séquence. En tant que responsable de projet ingénierie, vous représentez l'AFPA Grand Est, co-organisateur de la journée professionnelle et du village de l'hydrogène qui se déroule en marge de notre émission. Alors quelques mots peut-être sur ce qui a prévalu à l'organisation de cette journée très importante, construite en lien avec le consortium du projet Interreg Europe du Nord-Ouest Green Sky, justement piloté par l'AFPA Grand Est.
Nous nous étions quittés en juin 2022, tous avec l'envie de continuer à travailler ensemble et de concrétiser tout ce que nous avions mis sur la table. En fait, il s'est agi pour le consortium Green Sky et puis donc pour EURES également de faire le passage de relais, mais surtout on voulait faire un point d'étape en concrétisant et en rendant palpable ce qui s'est passé depuis 2022. Et ça a été dit ce matin de toute façon, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui avancent, à la fois chez les acteurs de la formation comme nous, mais bien sûr dans les entreprises et auprès des projets. Tout à fait. Donc les partenaires finalement du consortium Green Sky et qui sont depuis 2022, on va travailler là pendant 3 ans à minima ensemble pour travailler à des référentiels communs, à se mettre en réseau et apporter notre grosse pierre à l'édifice pour la filière hydrogène. On va en reparler bien sûr. Iscliffe Demey, très heureux de vous accueillir dans ce panel. Merci de votre disponibilité. Vous êtes responsable de projet hydrogène énergie au sein de l'Université de Lorraine, lauréate fin 2022 dans le cadre de France 2030 de l'AMI Compétences et métiers d'avenir avec le projet d'Académie des métiers et professions de l'hydrogène. Projet amphi porté par l'Université de Lorraine en lien avec l'Institut de soudure, le pôle plasturgie de l'Est et de nombreuses entreprises. Est-ce qu'on peut présenter en quelques mots cette dynamique que vous animez, s'il vous plaît? Merci. Résumé également excellent. Merci beaucoup. L'origine de ce projet, c'est la volonté de monter un écosystème de formation qui réunit plusieurs compétences qui étaient disponibles dans le Grand Est. Ouais. Université de Lorraine. Mais quand je parle du chapeau, il faudrait rentrer un petit peu dans les détails. Plusieurs écoles d'ingénieurs, plusieurs IUT, plusieurs formations qui n'étaient pas forcément connectées les unes aux autres et qui pour autant avaient bel et bien les mêmes besoins de former à la filière hydrogène. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer des passerelles? Même question avec notre partenaire pôle de plasturgie de l'Est qui est capable de concevoir, de réaliser des réservoirs composites. Après, faut-il former des personnes compétentes pour opérer tout ça. Et un acteur encore plus ancien dans le domaine, l'Institut de soudure, qui travaille dans l'oil and gas depuis 100 et quelques années, et donc qui avait aussi besoin de développer le même type de compétences. Donc des besoins communs, une expertise présente sur le territoire et une envie de travailler ensemble. Voilà. Voilà le beau florilège d'éléments, d'ingrédients nécessaires pour avancer. Merci pour ce premier tour de table rapide. On avait besoin de ces éclairages pour entrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on pourrait faire un rapide focus maintenant sur les grandes caractéristiques de l'offre de formation actuellement existante en matière d'hydrogène? Sur cette dimension, on repère évidemment plusieurs degrés ou niveaux de formation en fonction de vos rôles respectifs qui concernent d'ailleurs des publics très, très différents, des élus, des porteurs de projets, des techniciens, des constructeurs de bus à hydrogène et beaucoup d'autres. Corinna Mersdorf, je commence avec vous. Allez, quelques exemples très concrets. Concrètement, donc je l'ai dit tout à l'heure, avec Zahstal, on s'est rapproché de leur pôle de formation pour définir avec eux comment développer un cursus de formation, comment arriver à amener la thématique. Donc ça a été certifié en 2022 et maintenant nous passons à l'étape suivante. En nous focalisant maintenant vraiment sur ce qui va être au cœur de la transformation des métiers en fait au sein des entreprises. Et là, on se rend compte, on a la chance de travailler avec un grand player. Les plus petites ou moyennes entreprises ont un petit peu plus de mal à définir en fait les besoins. Mais pour l'instant, nous avons donc développé ce premier, certificat de la IAK qui est reconnu dans l'Allemagne entière et nous poursuivons notre chemin avec le focus sur l'acier vert. Donc pour l'instant on ne s'est pas étendu à d'autres domaines, c'est l'acier vert ou la SAR ou nous en tant qu'organisme de formation avons dit nous mettons notre focus. Spécialisé. Voilà. Sandrine Marchal, sur cette offre de formation, quelques lignes de conduite précises en termes d'offres actuelles et peut-être en construction. Oui, donc Technifutur a commencé à travailler sur l'hydrogène en 2014 avec d'abord une offre multicarburant, je pense un peu comme tout le monde. Donc l'hydrogène était abordé au même titre que le véhicule électrique, hybride ou même le moteur à combustion interne gaz naturel. Et puis après on s'est spécifié sur des formations liées à la mobilité, donc aux véhicules légers, pour des techniciens, sur la technologie hydrogène, grâce à un projet européen, toujours en partenariat avec nos pays transfrontaliers, sur les véhicules piles à combustible hydrogène.
On a également travaillé sur le développement de cette formation avec des industriels tels que TME, Toyota Motor Europe, qui nous a donné pas mal d'informations qui nous ont permis de créer une formation à la hauteur de leurs besoins. Mais plus généralement en Belgique, actuellement, on a 3 grands types de formations qui existent sur l'hydrogène. Les formations technologiques, telles que celles que je viens de vous exposer. Les formations certifiantes, donc Educam, le secteur de la prévente automobile en Belgique, a créé une formation certifiante sur 3 niveaux qui permet en fait aux techniciens automobiles de venir se certifier sur l'hydrogène. Et on a également des formations sécurité plutôt liées à l'infrastructure qui existent. Donc c'est ces 3 grands types de formations qui existent au niveau belge. Donc voilà. Merci Heathcliff Demey. Même question sur ce panorama que j'essaye d'avoir avec vous 4. Ils sont assez complémentaires finalement, ces profils de formation que vous mettez en œuvre. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant dans votre cartographie de ces formations actuelles en matière d'hydrogène? Ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est une particularité de l'enseignement supérieur qui est que l'activité d'enseignement s'appuie sur l'activité de recherche. Elle a déjà 25 ans à l'Université de Lorraine et année après année, elle a sédimenté dans plusieurs formations. On enseigne déjà depuis très longtemps les technologies d'hydrogène à l'ENSIC, industrie chimique, inévitable, électricité et mécanique, ENSEM, de la même façon, faculté des sciences avec un master dédié à l'énergie, de la même façon, il y avait de l'hydrogène parce que les enseignants, peu ou prou, travaillent dans le domaine de l'hydrogène. Maintenant que les besoins sont beaucoup plus explicites et sont beaucoup plus... et émergent dans différentes filières, on se retrouve à avoir envie de monter le projet Amphi pour aller enseigner à l'hydrogène aux ingénieurs agronomes de demain qui auront énormément d'électricité photovoltaïque, qui auront sans doute des tracteurs hydrogène à un moment, qui auront une conduite de gaz à proximité. Et c'est des nouveaux besoins qui émergent, toujours en étant au sein de l'Université de Lorraine. Pour terminer sur ce panorama, Laurent de Flandre, bien sûr. Alors, l'AFPA a déjà une belle offre. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant pour compléter ce panorama qu'on vient d'évoquer? Cette belle offre, donc au travers des incubateurs, dont une session de formation se déroule actuellement à Metz. Donc au centre AFPA de Metz. Je rappelle que les incubateurs, c'est une démarche nationale portée par l'AFPA au niveau national et implémentée dans les différents territoires, dont le Grand Est. C'est tout à fait ça. Donc en fait, il y a 4 incubateurs qui ont été décidés au plan national et dans le Grand Est, nous sommes sur Metz et sur Mulhouse, en commençant par Metz, sur un profil de technicien d'exploitation d'installation hydrogène. Donc on a là on est sur la côté plutôt industrielle ou la distribution d'hydrogène en fait. Mais les autres incubateurs s'adressent qui sont mis en œuvre à différents endroits du territoire, s'adressent aussi bien à la partie transformation des métaux, où c'est pas vraiment des nouveaux métiers, mais il y a quand même des spécificités hydrogène dans la qualité du soudage, les matériaux travaillés, ce qui est attendu. Donc un incubateur là-dessus, un incubateur sur la maintenance industrielle pure, mais pour quelqu'un qui travaillera dans le domaine industriel. Une coloration. Coloration quand même un petit peu plus poussée avec... Oui. Voilà. Et puis donc j'ai pas dit que ce serait pastel. Non, c'est pas pastel, Je vous taquine. Ouais, tout à fait. Alors un domaine aussi, et ça a été dit aujourd'hui, ça a été dit particulièrement ce matin, la mobilité lourde, puisque c'est quand même par elle que probablement la filière d'hydrogène dans la mobilité va se déployer. Donc avec un incubateur sur de la maintenance des véhicules lourds multi-énergie, dont hydrogène. Voilà. Et pour nous, donc ici à Metz et à Mulhouse, d'abord à Metz, c'est bien de l'exploitation d'installations industrielles avec une base de compétences de maintenance industrielle. Merci pour ces précisions. On l'a bien compris, vos rôles sont assez complémentaires finalement dans la contribution que vous apportez pour aider à la structuration de la filière hydrogène. Alors question simple et complexe à la fois, j'en suis bien conscient, sur la base de ce que vous venez de présenter. Comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on renforce l'appareil de formation actuel? Quels sont, selon vous, les déterminants pour le rendre plus efficace, eu égard aux défis très nombreux qui sont devant nous? On en a analysé beaucoup tout au long de cette journée. Corinna Mersdorf, quelle est votre lecture des choses? Alors, pour moi, je pense que la question prédominante, c'est de rester très près en fait des entreprises, parce que je crois que ça sert à rien qu'on développe des choses si on passe à côté, et je crois que c'est ce que font les partenaires belges et français, comme nous aussi. On a tout de suite pris à bord une entreprise avec laquelle on a communiqué, on a dialogué, on a vu dans quelle direction il fallait aller, parce que je crois que c'est ça la clé en fait. On se rend compte aussi
Mais quand elles sont petites et moyennes, les entreprises, elles ont plus de mal à définir en fait les besoins. Mais ça va venir assez vite. À un moment donné, il faudra être là, prêt, et dire oui, on est capable de développer une formation. Vous connaissez aussi la thématique, donc il faut vraiment être très près, je crois, des entreprises. Et c'est ça qui est important. C'est votre vision, Laurent de Flandre. J'ai envie de vous poser un peu cette même question. Comment on va plus loin ? Ah oui, tout à fait. Je souscris complètement. C'est vraiment le partenariat, je vais dire, avec les entreprises qui est primordial. La démarche incubateur s'appuie est faite comme ça, puisque en amont de l'incubateur, ce sont des enquêtes auprès des entreprises, c'est du travail avec les entreprises qui ont permis de définir ce qu'il fallait faire. Déjà, quels étaient les besoins émergents, les besoins à venir en termes de profil, de compétences, et puis aussi essayer de dimensionner ça quantitativement et aussi dans le temps. Les NJ, les HRS, les McPhee travaillent avec nous là-dessus. Donc ça, c'est un point vraiment important. Il va nous falloir être aussi, je pense, agile. La filière n'est pas mature. Et on voit bien, l'électrolyse, la biomasse, l'ammoniac, aujourd'hui, difficile de dire ce que sera vraiment la production de masse d'hydrogène dans 20 ans. Parce que, ça c'est très mature. Donc il va nous falloir de l'agilité aussi. Ça va être important, mais les entreprises vont nous y aider aussi. Là, oui, j'allais dire, c'est une question en fait qui est importante pour nous tous, et notamment pour les entreprises qui ont besoin aussi d'avoir de la visibilité sur leur marché qui est en train de se structurer. On l'a bien entendu aujourd'hui. Donc l'agilité sera une qualité première. Assurément, Heathcliff met l'une des clés dans la construction d'un appareil de formation efficace et qui réponde finalement rapidement aux besoins croissants des entreprises. Ce sont les outils pédagogiques et aussi les plateaux techniques partagés. Vous travaillez beaucoup sur ces aspects, me semble-t-il. En tout cas, quelques éléments peut-être. On peut d'ailleurs se rappeler en toile de fond du consortium Dynamise cofondé par l'Université de Lorraine et dont l'AFPA est d'ailleurs membre, si je suis bien informé, projet qui a lancé une vraie dynamique dès 2019. Quelques points là-dessus. Sur la création de Dynamise, vous voulez dire ? Sur Dynamise et sur les différents outils qu'il est nécessaire de construire pour avoir une offre de formation qui soit efficace et qui réponde rapidement aux besoins des entreprises. Alors pour répondre rapidement... Je partais de l'exemple de Dynamise, mais peut-être... Pour répondre rapidement à une offre de formation, à mon sens, et je souscris tout à fait à ce qui a déjà été dit, il y a deux choses en plus dont il faut prendre grand soin, deux ressources rares. L'expertise, parce que les grands investissements qui ont lieu actuellement dans le domaine de la formation en fait, viennent juste après des grands investissements qui ont eu lieu dans le domaine de la recherche. Et je travaille avec des enseignants-chercheurs, donc qui ont deux casquettes et une seule journée et toujours 24 heures dans la même journée. Donc, il faut faire attention à simplement être un effet levier par rapport à tous ces experts, de façon à rendre leur expertise disponible au plus grand nombre. Donc, on parle de massification, de passage par le numérique et surtout de financement pour aider à capitaliser tout leur savoir sans leur prendre trop de temps, parce que leur temps est limité. Et l'autre ressource rare et précieuse, c'est les personnes intéressées par tout ça en amont. En France, il ne vous a pas échappé qu'au collège et au lycée, le mot hydrogène n'existe dans aucun programme. Donc quand on essaie de convaincre des professeurs de collège et de lycée de venir se former plusieurs jours à l'Université de Lorraine, ils sont encore très polis, ils viennent nous voir, ils sont très heureux de ce qu'ils font, mais la question c'est toujours la même, comment est-ce que je mets ça en classe ? Et là, il y a plusieurs choses à faire évoluer. Également en amont de la formation supérieure. Laurent de Flandre, vous nous rappelez le travail important que vous avez mené avec ces incubateurs. Vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui ressort concrètement de cette expérience ? Comment ces modules que vous avez développés, est-ce que petit à petit, ils pourraient intégrer une offre de formation plus large, peut-être en partenariat avec d'autres acteurs ? En clair, comment diffuser sur cette expérience qui, semble-t-il, a très bien marché jusque-là ? Alors un petit mot peut-être sur la première expérimentation qui est en cours. Nos stagiaires sont présents aujourd'hui et je les remercie d'être là aussi. C'est une formation qui a démarré le 16 octobre. C'est une formation qui sera de niveau 5, c'est-à-dire Bac plus 2, opérationnelle. Ils ont démarré à 10. Et elle dure 9 mois. Donc il y a un vrai investissement là de leur part, puisque
l'envie d'aller dans la transition énergétique. Alors cette formation, elle nous a permis, surtout en la construisant, évidemment il y a des compétences socles qui sont de l'ordre de la maintenance, mais ça nous a permis de développer des modules spécifiques. Alors quand on dit spécifique, pas forcément nouveau, hein, le monde de l'hydrogène, c'est pas des compétences qui sortent de nulle part, on n'est pas, voilà. Par contre, des assemblages de compétences un peu différents, tels que le froid, des choses comme ça. Et ça a été développé de façon modulaire, ce qui nous permet aujourd'hui, et toujours en lien avec les entreprises, hein, de pouvoir construire un catalogue de formation à destination des salariés. Donc ça répond un peu à la question qui est de dire cette formation finalement qui a une visée qualifiante, qui est certifiante, avec une pédagogie, permet quand même de décliner ça dans une offre qui est adaptée aux entreprises. On n'est qu'au début. Hein. Notre collaboration avec les entreprises va aussi nous orienter sur les modules encore à définir, à construire et à packager, on va dire ça comme ça. À peaufiner tout ça. Alors, je reste avec... Un petit point complémentaire, ça nous a conduit aussi à réfléchir aux moyens techniques pour développer J'allais y venir. Voilà. Allez-y. Pour développer ces formations. Donc, en l'occurrence, nous, on a fait un choix, et c'est un choix qui est discuté également dans Green Sky avec la mise en réseau, mais la mobilité aussi. Nous, on a fait un choix de mobilité. C'est-à-dire que les équipements hydrogène vont être mobiles. Ça veut dire plateau technique. Plateau technique mobile. Il sera présenté bientôt, je crois, disponible. Alors oui, on nous l'annonce avec un peu de retard. Maintenant, on est en mai là pour l'avoir. C'est imminent. C'est imminent, et on va ainsi pouvoir poser la formation partout où il y aura besoin. D'abord dans nos centres AFPA, comme j'ai dit, Metz et Mulhouse. Mais demain, dans l'entreprise qui a besoin, sur un point spécifique, qu'on monte en compétence leurs salariés. Sandrine Marchal, Technifutur est particulièrement bien dotée aussi pour aborder la formation avec des moyens modernes, technologiquement très, très performants. Alors quelques exemples peut-être pour donner envie tout simplement aux entreprises et aussi aux futurs apprenants de venir à votre rencontre. On parlait plusieurs fois aujourd'hui d'attractivité. Ça fait peut-être aussi partie de cette dimension-là. Faire venir les entreprises, faire venir les apprenants par le biais d'outils très performants. Oui, tout à fait. Donc, Technifutur a d'abord commencé à aborder l'hydrogène sur l'angle de la mobilité, donc en 2014. On a une offre de sensibilisation et de formation qui est proposée à nos trois publics, donc au personnel d'entreprise, aux demandeurs d'emploi et aux écoles. C'est une offre qui fonctionne et qui a un gros intérêt surtout pour les futurs travailleurs, donc pour les demandeurs d'emploi et pour les écoles. Mais clairement, la technologie de l'hydrogène est abordée dans un écosystème dynamique chez Technifutur. Donc, on a l'avantage d'avoir donc créé ces modules de formation au niveau de la mobilité. Mais Technifutur, c'est pas que la mobilité, c'est aussi l'industrie. On a beaucoup d'équipements qui sont liés en fait à tous les métiers qui sont nécessaires dans le secteur industriel et hydrogène, notamment le soudage, les électromécaniciens, j'ai dit, bon, peu importe, les soudeurs, exactement. Voilà, et donc, en fait, toutes ces technologies sont déjà des technologies qui sont maîtrisées depuis très longtemps chez Technifutur, pour lesquelles on est outillé. Et donc, comme l'a dit très bien Laurent tout à l'heure, l'hydrogène, en fait, va être une compétences supplémentaires qu'on va devoir inculquer aux personnes qui ont la volonté de rentrer dans ces métiers-là. Et donc, tous les plateaux techniques existent déjà chez nous. L'hydrogène, pas encore tout à fait au niveau de l'industrie, mais bien au niveau de la mobilité. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler toujours plus en avant sur ces technologies-là, notamment grâce au projet Green Sky dont on a déjà parlé et dont on reparlera, je pense, encore aujourd'hui. On en attend beaucoup de Green Sky, monsieur. Corinna Mersdorf, comment est-ce qu'on trouve les entreprises d'accueil pour les stagiaires? C'est aussi une question importante. Et quelle insertion professionnelle des stagiaires à l'issue des formations qui sont proposées? Alors, je crois que, si je parle pour nous, Kolping, avant c'était TÜV avant c'était Saarbergwerk, on existe depuis plus de 50 ans, donc le réseau d'entreprises est là. Nous travaillons aussi beaucoup dans le domaine de l'apprentissage, voilà. Et donc, nous avons pas trop de mal, je dirais, quand on développe des formations adéquates avec la demande du marché. Aujourd'hui, vous arrivez quand même à trouver les entreprises preneurs de stagiaires. Mais comme je le disais avant, il faut naturellement bien caler sur la demande des entreprises.
Mettre en place des formations, ça nécessite aussi des temps relativement longs, on le sait bien. Au-delà de l'ingénierie initiale pour concevoir les outils, il faut aussi les confronter pour les ajuster à la réalité du terrain. Laurent de Flandre, restons sur l'exemple des incubateurs. Comment est-ce que vous procédez? Quelle durée jugez-vous nécessaire pour tester et ajuster un parcours de formation qui soit efficient pour les entreprises qui vont en bénéficier? Alors, la démarche incubateur, on va dire, c'est 3-4 ans pour arriver à avoir finalisé une formation complète, surtout qui va déboucher sur un titre professionnel, c'est-à-dire une qualification dans le paysage français. Ça veut dire qu'on va former 1 fois, 2 fois, 3 fois, et surtout avec le comité de pilotage auquel participent les entreprises et qui vont accueillir les stagiaires pour la période en entreprise. Et ben, on va faire du retour d'expérience, on va affiner les besoins. On l'a dit tout à l'heure, c'est en fonction des évolutions organisationnelles ou techniques, on pourra les intégrer. Alors, on va pas bouleverser tout, mais quand même, on a cette capacité au travers du comité de pilotage de faire évoluer et de finaliser. Et ce, à Metz, mais aussi à Vénissieux et aussi à Dunkerque. Ce qui fait qu'en fait, la richesse de l'incubateur, c'est on touche plusieurs territoires et plusieurs partenaires différents. Donc, c'est bien quelque chose ce qui ressortira de l'incubateur, c'est bien quelque chose qui est, on va dire, un commun, quelque chose de commun à tout le monde. Je ne sais pas si, mesdames, messieurs, monsieur, vous souhaitez compléter sur cet aspect de construction d'un parcours, le roder, le rendre certifiant, diplômant, pour qu'il puisse être reconnu, des éléments complémentaires. Vous avez une expérience à l'université. Désolé, je vais rajouter une couche de complexité. Mais bien sûr, il y a du temps nécessaire pour... Il y a du temps nécessaire pour lancer la formation et pour stabiliser son contenu. Et dans le même temps, les technologies évoluent. Et du coup, d'autres secteurs sont touchés. Au début, avec ma casquette hydrogène, on venait m'interroger sur des piles à combustible, électrolyseurs, les composants cœur. Et de plus en plus, ça a été la composition du polymère qui est à l'intérieur du réservoir sous pression dans le véhicule. Et là, c'est des métiers qui n'ont strictement rien à voir. Il a fallu contacter d'autres collègues et les mettre dans la boucle et développer les formations qui vont avec. Agilité et transversalité. Et on rajoute durée, parce qu'il faut quand même un peu de temps. C'est un peu ça la clé. Mesdames, je voulais aussi vous donner la parole, bien sûr, sur cet aspect, si vous le souhaitiez. Mais c'est tout à fait la clé de mettre tout ça en commun. Et je crois qu'il faut, vous l'avez dit à l'instant, il faut évoluer. Il ne faut pas rester... De toute façon, on est rattrapé. Ça va très vite. On voit bien que ça va vite. Ça va très vite. Oui, ça va très vite. Et je le disais, du côté allemand, on démarre déjà avec l'apprentissage. On va pas réinventer les métiers de la Dual Berufsausbildung, mais on va rajouter des modules. On va se servir aussi d'applications, comme on a vu ici avec les collègues de Lucas Nulle, pour bien montrer aux jeunes comment ça fonctionne. Et puis, voilà. Un autre aspect que je voulais aborder, Madame Marchal, je vous ai pardonné la parole, mais si vous souhaitez compléter. Pas spécialement, je pense que tous les aspects ont été donnés. Je veux juste quand même insister sur la certification en fait des formations. C'est, je pense, le 4e pied dont vous avez parlé, parce qu'avoir des formations certifiantes pour les entreprises, c'est très important, ainsi que pour les personnes qui vont travailler dans un milieu hydrogène qui est quand même un milieu à risque, risque maîtrisé bien entendu, mais qui est un milieu à risque. Donc la certification est importante. Merci pour ce complément. Laurent de Flandre, je voulais me tourner vers vous parce que je voulais qu'on aborde ensemble l'enjeu des normes et des réglementations aussi qui définissent les gestes professionnels. Je parle d'habilitation électrique par exemple, et ça fait le lien avec ce que vous venez de dire, madame. Quelles sont les problématiques que cela peut poser dans un périmètre transfrontalier où ces normes ne sont pas toujours identiques en fonction du versant où on se trouve ? Oui, donc ça conduit déjà de base à envisager la double certification, ou en tout cas, voilà, parce que ce qui est exigé réglementairement, c'est pas très facile. Par contre, travailler ensemble, et c'est ce qu'on va faire aussi, je vais revenir à Green Sky un tout petit peu, mais l'idée, c'est d'avoir aussi des référentiels maintenant convergents. Donc l'hydrogène, il y a beaucoup de réglementations, ça a été dit aussi que la réglementation, elle évolue. Donc de travailler ensemble en ce moment, de façon transfrontalière, va alimenter probablement, enfin c'est en tout cas nos objectifs, de travailler à faire en sorte que les référentiels soient les plus proches, voire identiques. Je pense pas qu'on va demain dire, alors peut-être dans latex ça existe déjà, si on prend latex, c'est reconnu dans différents pays, donc peut-être qu'on arrivera à une certification unique, mais peut-être pas. Par contre, si on a des référentiels communs et des formations communes, ça veut dire que
Ce qui est reconnu en France peut être reconnu en Allemagne, peut-être sur la base de même si c'est un autre certificat. Il faut au moins viser ça. Je suis pas sûr qu'on arrivera à unifier toutes les certifications, qu'elles soient réglementaires ou autres. Hein. Mais au moins qu'on puisse travailler sur des choses qui ont des référentiels communs. On a fait un peu ça dans Digimob, hein, d'une certaine façon, dans la mesure où on a montré que les métiers étaient les mêmes, en fait. Hein, les référentiels métiers étaient les mêmes. Donc, c'est un peu l'idée. Au travers de Green Sky, ça sera un de nos objectifs aussi, de faire travailler les gens ensemble. Bien sûr. Isclift Demey, est-ce que les projets que vous portez, ou que vous avez été amené à conduire dans un périmètre hors frontières, ont abordé ces questions des normes, de réglementation qu'il faut prévoir et pouvoir harmoniser à l'échelle d'un territoire transfrontalier? Comment est-ce qu'on peut agir efficacement? Quelles solutions est-ce qu'on peut trouver? On parlait tout à l'heure de mosaïque, par exemple. Est-ce que ce cadre-là permet justement d'aller vers l'harmonisation? J'avoue que je suis très très loin de mon champ de compétences avec les normes et réglementations. Si on parle de transversalité et de synergie avec nos partenaires européens, dans le domaine du supérieur, ça peut ressembler à ça. Sur l'alignement du contenu ou des cursus, on est tous impliqués dans Green Sky, on est impliqués aussi dans l'Hydrogène Academy pour comprendre quels sont les points communs et les lignes de force qui se dégagent à l'échelle européenne pour certifier un niveau master dans le domaine de l'hydrogène. Ça, c'est des choses dont on s'inspire. Côté normes et réglementations, ça s'adresse plutôt au BUT dès qu'on parle des métiers plus manuel de soudure, de création, de fabrication de ces réservoirs sous pression et ainsi de suite. Ça, c'est clair qu'on suit ça à travers Green Sky et à travers d'autres instances. Comment agir efficacement dans ces domaines-là, j'avoue que je ne sais pas quoi vous dire. Corinna Mersdorf, Sandrine Marchal, comment est-ce que vous souhaitez compléter ces aspects relatifs aux normes et aux réglementations? Je sais que vous y êtes confronté à différents titres aussi dans vos activités, Madame Mersdorf. Je vous vois sourire. Oui, alors. Est-ce que c'est un sujet quotidien? Non, ça n'est pas un sujet quotidien. Quand on a fait notre kick-off il y a 2 ans chez STEAC, puisque STEAC en Sarre est également concerné par la transformation, puisqu'il va y avoir un hydro-hub de créer à Velklingen. Nous avions accueilli l'entreprise Creos, donc qui participe au projet Mosaïque, et qui avait à l'époque déjà parlé de cette problématique de réglementation nationale, et il n'y avait pas encore de réponse parce que on reste en commun, on connaît, mais chaque pays a sa propre législation, a sa propre réglementation, et je crois que ça va être un gros volet sur lequel il va falloir travailler, mais ça n'est pas forcément notre cœur de métier. Un élément complémentaire sur cet aspect, Madame Marchal. Alors, je sais que vous n'êtes pas forcément compétente non plus, mais je sais que vous avez quelque chose à dire quand même sur le sujet, puisqu'on en avait parlé, pour tout dire. Donc au niveau normes et réglementations, un aspect qui est important, c'est que c'est aussi le rôle des centres de formation professionnelle de vulgariser entre guillemets ces normes et ces réglementations pour pouvoir les présenter au public, quel qu'il soit, que ce soit des publics d'entreprise, de demandeurs d'emploi ou d'école, et aussi rappeler qu'en région wallonne, en Belgique, il existe déjà des certifications sur la mobilité au niveau de l'hydrogène. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas me réétaler là-dessus. Corinna Mersdorf, quelle est votre expérience en matière de reconnaissance au-delà des frontières voisines des diplômes? Parce que je sais que vous êtes rompu à ces pratiques depuis longtemps. Quelle solution est-ce que vous-même avez trouvé pour justement être efficace sur différents versants de notre grande région? Alors, c'est une bonne question. Merci, madame. Alors, c'est compliqué et c'est vrai que ce casse-tête transfrontalier, on l'a solutionné, comme l'a dit Laurent de Flandre, en travaillant en complémentarité. Parce qu'on s'est rendu compte, à part dans le domaine de la soudure où c'est européen, là on se demande pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ils viennent à l'AFPA faire leur certificat en MIG, en MAG, en TIG, et c'est valable en Allemagne, c'est valable en Italie, sans être obligé de le refaire. Et là, je me dis, peut-être qu'on va réussir à faire un certificat européen, soudure, hydrogène, peut-être que ça va fonctionner. On a déjà la base commune, mais on se rend compte que dans beaucoup d'autres domaines, c'est trop complexe et il faut travailler sur la double certification. C'est ce qui va le plus vite, qui est le plus efficace. Dans le cadre du projet Green Sky, le but, c'est naturellement d'arriver à trouver un système pour quand même réussir, comme ça se fait au niveau universitaire avec les ECTS, ou arriver à
oui, à créer cela, mais on y travaille depuis longtemps et puis on aura encore beaucoup de travail, je crois. Beaucoup de travail, mais vous avez aussi trouvé une parade intéressante puisque vous avez une structure côté allemand, une autre structure côté français. Peut-être ça aide aussi à trouver des solutions parfois. Ça aide aussi. Alors, les partenariats aident. Bien c'est sûr, pour ça tout que à fait. les projets européens, je les trouve très intéressants. Mais c'est vrai qu'avec la structure française que nous avons créée il y a 14 ans, on est naturellement très proche des besoins en France. Et c'est vrai que ça aide, mais ça reste du franco-allemand. Alors sûr. que là, on pense quand même grande région, Tout on à fait. pense à autre chose. Merci à vous toutes et tous. Le temps file. Permettez-moi une dernière interpellation, même si les choses semblent avancer. Je pense qu'on en est d'accord. Les questions des compétences et des emplois resteront par définition un sujet stratégique dans les années à venir pour accompagner la montée en puissance de la filière hydrogène tout en faisant de la grande région un territoire de premier plan dans ce domaine. Je vous laisse aller 15-20 secondes à chacune et chacun pour nous dire quelle pourrait être peut-être l'étape suivante selon vous en matière de coopération institutionnelle ou une manière de combler les manques sur certaines compétences élémentaires qui font encore défaut aujourd'hui. Allez, qui démarre? Monsieur Demey, allez, je vais démarrer par vous cette fois-ci. Non, pas par vous. Non, il faut réfléchir. Allez, alors c'est Laurent de Flandre qui va répondre à ma question. C'est quoi le coup d'après? Voilà. À part Green Sky. Je dirais le coup d'après, c'est aussi pour nous, je pense, il faut acculturer tout le monde, les multiplicateurs, les élus, les décideurs, ça a été dit plus ou moins ce matin, sur des aspects économiques, etc. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui, parce que le relais, il faut le prendre. On en le fait un peu aujourd'hui, mais il faut que tout le monde comprenne de quoi on parle. Et c'est pas aussi évident que ça. L'hydrogène, on répond des fois à la bombe à hydrogène, où ça va exploser. Donc oui, mais c'est pas que ça. Et voilà. Donc je pense que le coup d'après, même s'il a commencé, c'est aussi ça, c'est de faire en sorte que ça soit compris, ça déverrouillera, je dirais, déjà l'opinion publique pour une certaine partie, et surtout les décideurs. C'est quelque chose aussi pour que nous on avance sur la partie formation, Bien par sûr. exemple. Il faut des orientations, des décisions, des choix qui soient faits. Finances, etc. Bien sûr. Corinna Mersdorf, Sandrine Marchal. Madame Mersdorf. Moi, je peux dire ce qui a été fait aujourd'hui, par exemple, de sensibiliser déjà des jeunes qui sont à l'école, des jeunes gens, des jeunes en apprentissage, c'est important. On a les demandeurs d'emploi, les salariés, mais il faut penser à toute cette cible qui est importante et qui va nous permettre voilà, de sensibiliser à la thématique parce qu'elle n'est pas encore arrivée partout. Sandrine Marchal, c'est sortir de la confidentialité peut-être de l'hydrogène parce que entre nous, on comprend bien le sujet, mais quand on sort un peu à l'extérieur, on se rend bien compte qu'en effet, ça reste encore un sujet peu, voire pas connu. Oui, je pense que l'hydrogène est peu connu du grand public, ou alors peut-être pour de mauvaises raisons. Donc on a effectivement, comme disait Laurent, un gros travail à faire au niveau des multiplicateurs, mais je pense qu'aussi, alors c'est pas nouveau, mais c'est hyper important de continuer, c'est d'allier la stratégie de la formation avec les besoins des entreprises. Les entreprises doivent rester au cœur de tout, au cœur parce que c'est leurs besoins qu'on va rencontrer à travers de la formation pour leurs travailleurs actuels, mais également à travers la formation des nouveaux travailleurs, donc les demandeurs d'emploi, les écoles. Et donc, en fait, tout tourne autour des entreprises et les entreprises doivent rester des alliés. La formation, je pense que ça, c'est pas de l'avenir, c'est de l'actuel, mais ça doit aussi être de l'avenir puisque je pense que c'est la clé, en fait, de la stratégie, toutes sortes de formations. Et en gardant ce lien avec l'enseignant-chercheur, parce qu'on doit être au meilleur état de l'art pour être efficace. On dit sur le côté essentiel des entreprises, il ne faut pas oublier les contraintes environnementales et je pense que c'est quelque chose qui doit être instillé dans toutes les formations et l'idéal pour l'hydrogène, c'est que ça devienne un outil dans une boîte à outils que l'on sache sortir quand c'est le plus pertinent. C'est la référence à l'hydrogène Champagne, qu'on ait le même niveau de maturité dans le choix des technologies entre un moteur thermique, une batterie ou alors une pile à combustible et de l'hydrogène et qu'on ait normalisé tout ça et que ce soit un outil qu'on utilise correctement au bon endroit. Merci pour cette très belle synthèse. Merci. Je vous en prie. Un petit point. J'ai des passionnés autour de la table. C'est peut-être aussi la législation et la réglementation qui évoluent. Mais aujourd'hui, immatriculer un camion-benne à ordures en France à hydrogène, c'est non. On l'immatricule en Allemagne et on le fait rouler en France. Voilà.
Voilà un message. Merci infiniment à tous les quatre. Vous êtes, je l'ai dit, des passionnés. Vous étiez vraiment passionnants à écouter sur ces questions éminemment centrales si l'on veut structurer et renforcer la filière hydrogène. La valeur cardinale, c'est l'humain. L'énergie première, c'est la compétence. Alors à bientôt pour d'autres dialogues autour de l'hydrogène et de ses enjeux en grande région et ailleurs. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci. Merci à vous, mesdames. Merci, messieurs.